Bonsoir Caroline Fourest. Bonsoir. Vous êtes journaliste et essayiste. Vous venez de publier Quand la gauche a du courage. C'est chez Grasset. Yvan Rioufol, vous êtes éditorialiste au Figaro. Bonsoir. On a réédité en poche récemment De l'urgence d'être réactionnaire. Caroline publie toutes ses chroniques en fait de ces dernières années dans cet ouvrage où elle définit un peu sa manière d'être de gauche. Alors, ma première question pour commenter l'actualité ce soir, puisqu'on est à la veille de cette cérémonie à laquelle demain Benjamin Netanyahou et François Hollande vont assister. Est-ce que les leçons de l'affaire Mera ont été tirées? Et je voudrais qu'on écoute François Hollande. Il recevait Benjamin Netanyahou et il a répondu à une question. Où doivent vivre les Juifs de France? Benjamin Netanyahou a dit en Israël s'il le souhaite et François Hollande a dit en France. Mon devoir, c'est de protéger tous les citoyens. Nous ne distinguons pas entre les citoyens selon leur religion. Nous les protégeons tous. Il y a un antisémitisme. Nous devons le pourchasser, le poursuivre, l'éradiquer. Il y a aussi du racisme. Il y a aussi des citoyens qui sont poursuivis ou qui sont menacés parce qu'ils sont d'une autre religion ou parce qu'ils ont une autre couleur de peau. Et c'est avec la même volonté que nous les protégeons et que nous mettons hors d'état de nuire ceux qui les menacent ou qui les agressent. Voilà, et pour être tout à fait complet, je voudrais qu'on précise aujourd'hui qu'un imam considéré comme violent et appelant au djihad a été expulsé de France pour la Tunisie et Emmanuel Valls a affirmé qu'il serait intransigeant avec ceux qui appelaient à la violence. Alors, est-ce que les leçons ont été tirées? Est-ce que vous êtes plus optimiste sur ce type de situation? Ça veut dire que si vous vous projetez 10 ans en arrière, quand à gauche on parlait de la remontée de l'antisémitisme, de la montée de l'islamisme, il y avait des pudeurs, il y avait une crainte de faire monter les racismes et du coup de ne pas en parler, surtout à gauche de la gauche honnêtement, plutôt que dans la gauche du Parti socialiste, et qu'aujourd'hui ces craintes sont largement levées. En tout cas, ce gouvernement ne cesse de donner des signes qui montrent qu'il n'a pas peur de s'emparer de ces sujets-là, d'être extrêmement ferme vis-à-vis de l'islamisme et en même temps extrêmement apaisant, et je pense qu'il a raison, parce que un des moteurs de l'antisémitisme dans ce pays et un des moteurs de l'islamisme, c'est le sentiment du deux poids, deux mesures. Donc c'était très important quand François Hollande dit à la fois on est ferme, on a conscience des sujets, il n'y a pas de tabou, on ne laissera rien passer, et en même temps on se battra contre tous les racismes. Les deux sont importants, et ça c'est les leçons tirées de ces dernières années, clairement. Yvan Rioufol. Pas grand-chose à ajouter à cela. C'est vrai qu'on ne peut que se réjouir de cette clairvoyance nouvelle de la part du gouvernement, des gouvernements, en tout cas des hommes politiques en règle générale, car cet aveuglement volontaire était le cas également et de la droite et de la gauche jusqu'il y a encore peu, parce qu'il fallait désigner ce qui était l'indicible, c'est-à-dire de voir quelle était la montée de l'antisémitisme au cœur même des minorités protégées, des minorités ethniques, religieuses et, pour être plus clair encore, des banlieues. Et donc, naturellement, il a été très délicat et on a bien vu que même dans les années 2000, où ces phénomènes sont apparus pour la première fois avec cette intifada des cités qui répondait à la seconde intifada en Israël, les mouvements antiracistes eux-mêmes ont eu du mal à mettre un nom, et d'ailleurs ils ne l'ont pas souvent mis, sur ce nouveau racisme-là qui s'en prenait aux Juifs et à travers les Juifs à l'Occident, et en tout cas aux Français et à l'Occident. Je me souviens du fameux livre blanc d'SOS Racisme et de l'UEJF qui avait été un pavé dans la mare et qui avait été très difficilement commenté. Parce qu'en réalité, on a souvent, et encore récemment dans la campagne présidentielle, présenté l'antiracisme ou les gauches comme étant un bloc sur ces sujets-là, un bloc vendu à la naïveté, voire au déni de réalité, alors qu'en réalité, ça fait plus de 10 ans qu'il y a un débat intellectuel très très vif au sein de la gauche et qu'on fait partie, on a plusieurs de l'avoir porté. C'est présent dans votre livre, voilà, par exemple. On a porté le fer pendant des années pour cette clarification et je pense que sans cette clarification... Caroline, c'est un débat interne, excusez-moi, ce n'était pas un débat qui a été porté dans les médias, parce que moi je vois ça à travers les médias, j'ai bien vu que les médias avaient encore des fausses pudeurs pendant... Alors, je vous arrête, regardons la une du Point de cette semaine. Est-ce qu'il y a encore des fausses pudeurs? Non, là, justement, là, non. Regardez. Il n'y en a plus. Alors, qu'est-ce que vous en pensez, Yvan Rioufol? C'est précisément la réponse peut-être excessive. Pour moi, non, d'ailleurs, parce que ça met le doigt sur un véritable phénomène qui est un rejet, dans cet islamisme montant, un rejet de ce qu'est aujourd'hui la civilisation française, de ce qu'est aujourd'hui la culture française, et un rejet de s'intégrer. Donc c'est de ceci dont parle le Point, mais avec 1000 précautions pour dire naturellement que ce qu'ils décrivent là n'est pas l'islam en général, et que c'est d'ailleurs pas l'islam qui est en cause, mais les abandons de la République face à ceux qui tentent de subvertir l'espace public, notamment par ces provocations. Avec le souci, c'est que les précautions ont sauté dans le titre, puisqu'on ne parle pas d'islamisme, on parle bien d'islam. Moi, c'est pas tellement la couverture, me pose pas spécialement problème, mais je la trouve décalée justement. C'est-à-dire que elle ne lève aucun tabou
elle n'est justifiée par aucune actualité brûlante. Encore une fois, ça fait plus de 10 ans qu'on parle de ces sujets, et contrairement à ce qu'a dit Yvan Rieufol, moi je pense qu'on a eu ce débat dans les médias aussi très souvent. Enfin, j'ai participé à je ne sais combien de débats sur ces thèmes, et donc tout le monde a en tête, dans les oreilles, ces débats-là incessants. Donc la couverture du Point, maintenant, je ne comprends pas à quoi elle se raccroche. Est-ce que je dois comprendre qu'elle se raccroche au face-à-face François Fillon, Jean-François Copé, et que donc elle est justifiée plus par une actualité de la droite que par l'actualité tout court? C'est un peu ce qui transperce. Elle se raccroche à l'irritation des Français, qui sont les premiers à dire, enfin qui disent depuis longtemps mais qu'on ne voulait pas entendre, qui disent qu'ils trouvent insupportable que ceux qui sont venus les rejoindre ne veuillent pas respecter leur code, leur mode de vie, etc. Mais encore une fois, vous renvoyez c'est de ceci dont le Point parle, et il a raison. Vous renvoyez la question de l'islamisme à la question de l'islam, la question de l'islam à la question de l'étrangeté. Non, je ne fais pas d'amalgame. Je pense que d'ailleurs le titre est assez juste. Il dit cet islam, il y a plusieurs islams, et cet islam-là, en l'occurrence, est un islam qui ne veut pas se soumettre à la République. Je voulais qu'on parle du mariage gay, parce que c'est un sujet qu'on devait aborder la dernière fois et qu'on n'a pas pu aborder. Aujourd'hui, Najat Vallaud-Belkacem a présenté au Conseil des ministres un vaste plan contre l'homophobie, avec l'ambition de placer la France en tête du combat pour les droits des personnes lesbiennes, gays, bi et trans, d'une manière, une sorte d'introduction peut-être aussi au fameux projet de loi sur le mariage gay. Alors moi je le sais, évidemment, Yvan Rieufol, il n'est pas très pour. Je ne suis pas homophobe. Et c'est ça ce qui est pour autant. Et donc, c'est ce qui Il n'a même pas encore été accusé qu'il y répond déjà. Non, c'est pas ça. Je prends les devants parce que quand on commence à dérouler ce genre d'argumentaire en disant qu'il faut protéger contre l'islamophobie, on laisse comprendre qu'il faudrait là aussi... L'homophobie. Oui, pardon. Et c'est justement là-dessus que je voulais faire les deux amalgames. C'est que, et dans ces deux cas de minorité qui essayent d'ailleurs en se repliant sur une sorte de même communautarisme et en déployant une sorte de même dialectique victimaire, de se laisser, de faire en sorte qu'elles culpabiliseraient la société, et donc qu'elles auraient, alors à travers l'islamophobie d'un côté ou l'homophobie de l'autre, et qu'elles auraient en compensation des gages et des protections. Et donc c'est cette dialectique-là que je rejette d'emblée déjà, mais en même temps je comprends parfaitement le reste. Mais je trouve que j'ai beaucoup de retard par rapport au débat que nous n'avons pas eu la dernière fois. Me paraît être assez dévoyée. Alors juste, je récuse totalement cette équivalence pour avoir là aussi critiqué pendant des années le mot islamophobie, parce qu'il confond la critique d'une religion avec du racisme anti-musulman, et que donc là pour le coup on est devant la critique d'un système de valeurs qui ne peut pas être apparenté en tant que tel avec du racisme. Le mot homophobie, c'est extrêmement différent. Ça veut dire être phobique envers des gens pour ceux qu'ils sont. Ça mène quand même très souvent à des préjugés, à des discriminations, vous l'avouerez. Donc c'est une situation très différente. Mais je suis même pas Mais en être train... contre le mariage gay, ça ne veut pas dire être homophobe. Ça, non, c'est ce que dit Yvan Rieufol. Ça ne veut pas dire être homophobe, ça veut dire... Est-ce que pour vous, c'est le cas? Partisan de la domination d'une norme sur une autre, pour être extrêmement précis. Ça veut dire que l'on considère que le mariage... Donc on est déjà un peu homophobe. Je suis désolée, allez-y, Caroline. si je peux juste détailler. Quand on considère que le mariage est une institution qui n'est pas religieuse, on parle bien du mariage civil, que cette institution républicaine doit consacrer la supériorité d'une norme sur une autre, en l'occurrence que des hétérosexuels peuvent se marier, des homosexuels ne peuvent pas se marier, c'est défendre une vision inégalitaire de la société. Je ne parle pas de phobie, je ne rentre pas là-dedans, ça ne m'intéresse pas. Je parle en tant que républicaine et en tant qu'universaliste, attachée aux droits pour tous, détestant les communautarismes et les particularismes, et en l'occurrence, voulant faire sauter le particularisme au sein du mariage. Oui, mais cet argument d'égalité est tout à fait respectable, mais il ne marche pas concernant le mariage lui-même. Le mariage lui-même est une institution qui est faite pour associer un homme et une femme, et vous ne pouvez pas, au nom de l'égalité... Pourquoi? Parce que c'est ainsi que le mariage a été conçu. On peut très bien imaginer, et moi c'est ce que je propose, une union civile qui pourrait réparer les injustices qui pourraient exister. Je ne suis pas spécialiste de ce sujet, mais le mariage en tant que tel est une institution qui vient rassembler un homme et une femme, et non pas deux êtres qui seraient équivalents. Pourquoi? Parce que sinon vous niez une réalité et vous appliquez encore à nouveau une sorte de raisonnement totalitaire qui serait de dire qu'il n'y aurait plus... que l'on a décidé qu'il n'y aurait plus de différence entre l'homme et la femme, c'est la théorie du genre, et que l'on appellerait donc le père et la mère parent 1 et parent 2, et c'est tout à fait odieux, et ça ramène un petit peu à ce livre d'Aldous Huxley qui s'appelait Le meilleur des mondes, qui décrivait cet univers totalitaire où les enfants où l'on interdisait aux parents de dire père et mère pour justement dire parent 1 et parent 2. Vous avez commencé en refusant d'être traité d'homophobe et vous me traitez de totalitaire. Il faut quand même peut-être pas pousser. Quant à ce raisonnement qui consiste à défendre encore une fois une vision particulariste et
communautariste du mariage, tout en expliquant que des couples, parce qu'ils ont une orientation sexuelle différente, ne sont pas équivalents, c'est une vision suprémaciste de la société. Je ne défends pas une vision communautariste du mariage. En l'occurrence, il n'y a rien qui justifie en droit de faire une distinction entre les modes d'union. Rien du tout. Il y a des couples hétérosexuels qui sont stériles et qui ont quand même le droit de se marier. Il y a des couples homosexuels qui veulent avoir des enfants et qui veulent protéger leurs enfants, qui ont déjà des enfants et qui veulent simplement faire en sorte que leurs enfants ne soient pas séparés si eux-mêmes divorcent un jour, ce qui arrive aussi aux homosexuels. C'est une question de pure égalité, de pur républicanisme, de pur universalisme, et tous les motifs qui sont invoqués ont de vieux inconscients évidemment religieux, et qui ne peuvent pas, encore une fois... Vous avez des citoyens dans ce pays qui n'ont pas la même couleur de peau. Je suis très heureuse de vivre dans une république où on ne leur donne pas des droits séparés pour autant. Ce n'est pas parce qu'il y a des couples homosexuels et des couples hétérosexuels qui ne sont pas les mêmes de fait de leur orientation sexuelle, qui n'ont pas le droit de protéger leurs enfants en termes juridiques. C'est aussi simple que ça. Je crois que vous confondez tout en l'occurrence, mais je pense pour aller très rapidement au fond des choses, c'est aux Français de décider de ceci. Ce ne sont pas aux minorités, en plus aux minorités dans la minorité. Parce que ce n'est pas des Français. Non, à partir du moment où ils sont homosexuels, ils ne sont pas français. Je suis désolé, nous sommes dans une démocratie et pour l'instant on maltraite la démocratie, notamment avec ce dossier-là. Ils ont voté pour un candidat qui propose car cette le loi. débat est quasiment interdit aujourd'hui et en plus nous assistons à une sorte... Non, il est interdit dans la mesure où nous n'avons pas, et le débat n'a pas encore eu lieu publiquement, et le gouvernement essaie d'intimer l'ordre de passer en force. Et donc il y a une insulte à la démocratie au prétexte que le projet aurait été avalisé par les Français. Et je trouve également, et moi je suis très hostile à cette nouvelle tyrannie des minorités qui, sous prétexte d'être victimes, essaie de subvertir à nouveau ce débat en pensant qu'elle parle au nom des Français. Non, je suis désolé, c'est pour ça que je défends le recours au référendum, car j'aimerais, plus que d'avoir votre avis, avoir l'avis des Français. Excusez-moi, les Français ont voté, les Français sont beaucoup plus réticents que vous ne l'êtes. Les Français ont voté pour un candidat qui avait dans son programme cette proposition de loi et d'égalité. J'ai bien entendu ça. C'est pas parce qu'ils sont, à vos yeux, minoritaires qu'ils en sont moins français, moins citoyens. Ce que je vous dis par là, c'est qu'il y a un déni de démocratie dans la mesure où nous n'avons pas débattu. C'est la démocratie représentative dans toute sa splendeur. Merci beaucoup. On en reparlera, puisqu'il y a le projet de loi le 31 octobre, qui est reporté à novembre, justement. Et le débat durera. On le recommencera ici sur ce plateau. Merci à tous les deux. C'est le 20h d'Alain Marchal. Je vous retrouve avec Olivier Mazerolle.